Depuis le début de l'année 2015, près de 1500 migrants ont trouvé la mort en Méditerranée alors qu'ils espéraient gagner l'Europe. Partant le plus souvent des côtes libyennes, sur des embarcations de fortune, ces réfugiés viennent de Syrie, d'Érythrée, de Somalie et d'autres pays en proie à la violence, la tyrannie ou la pauvreté. Face à l'accumulation des naufrages, l'Europe est sommée de réagir. Son programme Triton est mis en échec, tout comme sa stratégie globale relative à l'immigration et au droit d'asile. Le 23 avril, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Bruxelles pour tenter d'apporter une réponse commune. Un sommet dont les résultats ont été largement dénoncés, y compris par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Critiqués pour leur manque de solidarité les uns envers les autres, les États membres sont aussi accusés d'abandonner les réfugiés à leur sort. Comment faire pour éviter que de nouvelles tragédies ne se produisent ? Faut-il revoir l'ensemble de la politique européenne d'immigration ? Ce sont les sujets à la une de ce nouveau numéro de Toute l'Europe en débat, en présence de nos trois invités. Bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat, en direct du Parlement européen de Strasbourg. J'accueille aujourd'hui Ana Gomes. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes de nationalité portugaise, eurodéputée depuis 2004, membre des socialistes et démocrates et de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. À vos côtés, Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy. Bonjour. Vous êtes eurodéputée depuis 2014, élue sous les couleurs du Parti socialiste en France et vous êtes membre de la Commission des transports et du tourisme. Et de la Commission des libertés civiles aussi. Tout à fait. Et enfin, à vos côtés, Brice Hortefeux, bonjour, merci également d'être parmi nous. Vous êtes eurodéputé depuis 2011, membre comme Madame Gomes et Madame Revaud-Dallon de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Vous appartenez au Parti populaire européen et vous avez été ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, puis de l'intérieur de 2007 à 2011. Le début d'année 2015 a été marqué par une forte augmentation du nombre de migrants osant la traversée de la Méditerranée sur des embarcations de fortune, pour fuir une zone de guerre ou encore la misère. Plusieurs centaines ont trouvé la mort et des dizaines de milliers d'autres pourraient être candidats au départ. La politique européenne d'immigration semble montrer ses limites. Christine Revaud-Dallon, je me tourne vers vous en premier. Un sommet européen a été organisé en catastrophe le 23 avril. La seule mesure d'envergure a été le triplement du budget du programme Triton. Comme l'a dit ici même dans ces murs Jean-Claude Juncker hier, est-ce que ce n'est pas insuffisant ? C'est totalement insuffisant. Mais il faut quand même saluer cette démarche. Multiplier par 3 le budget, c'est déjà une première étape. La difficulté, c'est que l'ensemble des États membres ne participent pas à cette augmentation du budget. Et la difficulté, c'est qu'il y a des gouvernements qui sont extrêmement volontaires. On l'a vu pour l'Italie, mais on a entendu aussi le président de la République française qui est intervenu très fortement. Et il y a des États qui ne se sentent pas concernés. Donc aujourd'hui, on est face à un Parlement européen qui a eu le courage de porter une résolution et de la voter dans sa grande majorité de ses membres, une commission qui est déterminée et un conseil dans lequel les États membres ne sont pas tous au même niveau. Et ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une participation de l'ensemble des États membres. Voilà, donc c'était un premier pas, certes, mais il faut aller beaucoup plus loin et nous allons être très vigilants sur ces questions-là. Madame Gomes, le Parlement, comme disait Madame Revaud-Dallon, a voté une résolution hier. Est-ce que c'est un premier pas pour prendre en compte l'urgence humanitaire de la situation? Dans le débat qu'on a eu sur cette résolution, on a vu que le Parlement a été plutôt très critique du Conseil parce que justement, on pense que c'est insuffisant, très insuffisant et qu'en fait, il manque de la solidarité parce qu'il y a beaucoup d'États membres qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et en fait, au Parlement, depuis longtemps, on demande une vraie politique commune de migration, une vraie politique commune d'asile pour nous faire accomplir nos obligations légales à l'égard des réfugiés. Et une politique de migration qui prévoit une voie légale pour les migrations. Parce que c'est le seul moyen, en fait, d'enlever le profit que ces esclavagistes, ces réseaux de criminels, d'esclavagistes font en ce moment avec les personnes comme marchandises. Et à mon avis, en plus de ça, on a en fait des mesures d'émergence avec la priorité de sauver des vies. Moi, je suis aussi membre de la sous-commission de défense du Parlement. Je pense que si on a une mission navale dans les côtes de l'Atlantique
pour s'occuper de la piraterie. Pourquoi on n'aurait pas une mission militaire avec nos forces navales, etc., aériennes, pour sauver les vies en Méditerranée, et puis pour détruire sur des eaux internationales les bateaux qui laissent les gens, pour capturer les trafiquants. On n'a même pas vous savez que l'agence Frontex n'a même pas un mandat pour arrêter les trafiquants. Donc on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et à part ça, il y a toutes les questions de politique extérieure. Bon, la Libye, c'est aussi nos manquements parce qu'on n'a pas fait, après l'intervention pour aider le peuple libyen à se libérer de Kadhafi, on n'a pas fait l'essentiel, qui était aider à construire des forces de sécurité sous commandement unique. On voit la situation maintenant. On a absolument besoin, j'espère que Mme Mogherini, qui est maintenant à New York, soit en train justement d'obtenir des soutiens pour une mission avec la chancelière du Conseil de sécurité pour intervenir en Libye et j'espère avec les pays de la région et légalement bien sûr. Parce que sinon on aura la Libye qui continuera pas seulement à être le passoire de gens, mais en fait à devenir un sanctuaire pour le terrorisme. Je reviendrai sur la Libye dans une minute. Avant ça, je voudrais reprendre un point de la résolution qui a été une pierre d'achoppement. C'est la question des quotas, répartition des migrants entre les États membres. Jean-Claude Juncker le veut, le Parlement l'a voté hier. L'Allemagne, ce matin, s'est prononcée également dans ce sens. Monsieur Hortefeux, est-ce que vous êtes favorable à ces quotas? Je ne suis pas sûr, compte tenu de votre tribune hier publiée sur le site de l'INP. Vous ne posez pas la même question aux deux autres invités. Donc, votre première question, c'était de dire est-ce qu'on est pour ou contre la résolution. Pour ma part, j'ai voté cette résolution, après bien d'ailleurs des observations et des réflexions. Enfin, il faut aussi savoir un peu raison garder. Une résolution, c'est une technique très sympathique et très symbolique, mais qui n'a absolument aucune conséquence. Il ne faut pas que les parlementaires européens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, donc je me mets dedans. La résolution, c'est un peu de l'entre-nous, mais symbolique. Donc le symbole, ça compte, mais ça n'a pas d'effet concret. Deuxième réalité, cela appartient, le relèvement de ce défi migratoire qui est le plus important que nous n'ayons jamais connu dans notre histoire. Sur l'année 2014, ça s'appelle des détections, c'est-à-dire on repère le nombre de passages, il y a eu 278 000 détections. Ça n'est jamais arrivé à ce niveau. Pour être encore plus précis, si l'on compare avec ce qui est symbolique pour nous, c'était à la révolution des printemps arabes, c'était de l'ordre de 140 000. Donc 278 000. Et si on fait le détail, selon les origines de la Méditerranée, c'est triplement, doublement ou augmentation assez sensible. Donc, première réflexion, la résolution est globalement une bonne chose, même si elle n'a qu'une portée symbolique entre nous. Et deuxième élément, il y a un défi migratoire qui est majeur, puisque le nombre d'entrées et le tentative d'entrée est sans précédent. Troisième réalité, et ça fera sans doute la transition avec ce que vous vouliez dire, troisième réalité, c'est que l'Europe dans cette affaire n'est pas ce que l'on prétend. On dit que l'Europe serait une forteresse. Pas du tout. L'Europe n'est en rien une forteresse. Et le problème vient précisément du fait que l'Europe n'a pas de frontières. Comment je le démontre? C'est pas vrai, parce que tout ça, ici dans un Parlement, on agite beaucoup de mots. Ça, c'est la pratique parlementaire. On est des mots les uns à la suite des autres. Non, pardon, il faut être très concret. L'Europe n'est pas une frontière, l'Europe n'est pas une forteresse. Je vous l'explique. Vous avez chaque année 1 400 000 personnes qui rentrent sur le continent européen, sur le territoire de l'Union européenne, 1 400 000, c'est-à-dire plus important pour la France que la ville de Lyon. C'est 1,5 fois la ville de Lyon qui rentre en Europe. Et deuxième élément, il y a 20 millions d'étrangers non européens qui séjournent en Europe. Donc on ne peut pas du tout dire que l'Europe ambitionne d'être une forteresse. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'Europe est dans l'incapacité de se doter de frontières extérieures. Et qu'il est aujourd'hui impératif pour nous de trouver les moyens, les mots, parce que les mots effectivement comptent, les moyens et les mots pour dissuader cette migration, car nous sommes dans l'incapacité de l'absorber.
Christine Rebaud-Dallon. Oui, alors on a voté la même résolution, mais je ne partage pas du tout la même analyse de la situation. Ça me rassure. On ne peut pas, d'une part, s'émouvoir de tous ces morts en mer et ensuite les considérer comme des chiffres, comme des quantités numériques. Ce sont des êtres humains pour lesquels on a été tous extrêmement émus par leur mort, par leur détresse. Ils sont dans une situation dont on doit tenir compte. Benjamin Stora a fait une magnifique tribune dans Le Monde sur les damnés de la mer, il les appelle. Et il est important de revoir toute notre vision et notre façon de parler de ces personnes-là. On est dans une situation où on doit prendre en compte la réalité et on ne doit pas considérer, il faut lever le tabou de l'immigration et regarder comment nous sommes en capacité, nous Europe, mais le monde dans sa globalité. C'est pour ça que je suis très heureuse que Federica Mogherini soit allée à l'ONU pour en parler, parce que c'est une question mondiale où il faut arrêter de considérer alors dire que la France, que l'Europe n'a pas de frontières, c'est pas vrai. Sinon ces personnes prendraient l'avion. Elles ne peuvent pas, parce qu'aujourd'hui les visas humanitaires ne sont pas mis en route, parce qu'il n'y a pas d'immigration légale. Leur seule solution, c'est de risquer leur vie en prenant la mer. Il faut accroître l'immigration légale ? Bien évidemment, et surtout déjà, il faut commencer par la réglementer. Il n'y a pas aujourd'hui d'immigration légale. On ne tient pas compte du fait qu'il y a une immigration économique et que tous les États membres doivent en prendre leur part. Il faut lever ce tabou et arrêter de considérer que nous devons fermer nos frontières. Nos frontières, elles sont là et on les voit dans les cadres du trafic aérien. Et il faut réglementer cela et mettre en place les visas humanitaires comme nous avons appelé, nous avons voté tous les trois ici autour de cette table. Madame Gomes, est-ce que ça ne va pas créer un appel d'air ? Certaines personnes s'inquiètent qu'il y ait beaucoup trop de migrants par rapport à ce que l'Europe peut accueillir. Il y a l'hypocrisie de nos gouvernements qui laissent par exemple certains de nos pays, y compris le mien, le Portugal, donner des visas dorés, vendre en fait des visas dorés à des riches étrangers avec donc une voie verte pour rentrer dans l'Union européenne. Or qu'en même temps, ce que je trouve inconcevable et inadmissible, le Conseil européen dit qu'une des priorités est de refouler les gens. Il faut voir qu'en ce moment, justement, M. Hortefeux a mentionné le printemps arabe. À cette époque, il y avait de l'espoir dans ces pays. En ce moment, il n'y en a plus dans la plupart d'eux. Et c'est pourquoi beaucoup de gens fuient. Ils ne sont pas seulement, surtout des migrants économiques. Maintenant, il y en a de plus en plus qui sont des vrais réfugiés, qui fuient la guerre en Syrie, en Libye, en Somalie, des régimes, la situation terrible à Gaza, qui fuient des oppressions, des régimes oppressifs en Érythrée, en Somalie, au Soudan, le terrorisme au Nigeria même, en Libye. Donc alors, ce sont des gens qui ne vont pas, ils n'ont rien à perdre. Ils vont risquer toute leur vie. Et donc, la priorité doit être de sauver ces vies, d'empêcher les trafiquants qui commercent avec leur vie, de donner des mandats donc, contre ces trafiquants, mais en même temps d'encadrer ces gens. Et en plus, on sait qu'en Europe, on a besoin de migrants pour notre rajeunissement. Donc, on devrait avoir une vraie politique commune pour distribuer soit les réfugiés, soit les migrants par les pays qui en ont et en ont besoin. Il faut avoir des soutiens financiers, etc. C'est très injuste de laisser des pays qui sont sur la ligne de front maintenant pour la Méditerranée, comme l'Italie, Malte, Chypre, dans le premier rang. Et d'ailleurs, il faut voir aussi ce qui se passe dans les frontières terrestres. On sait qu'en Grèce et en Bulgarie, la situation est épouvantable parce qu'il y a une pression terrible. Et quand on voit... Moi, j'étais récemment au nord d'Irak. J'ai parlé avec des communautés yazidis, chrétiennes, d'autres. Tous ces gens m'ont dit qu'ils vont essayer de venir en Europe. Si on ne fait pas aussi avec notre politique extérieure ce qu'il faut faire pour arrêter les conflits, pour leur donner un futur dans leur pays, ils vont venir. L'enjeu le plus immédiat, est-ce que c'est la Libye ? Et si oui, comment fait-on ? Parce qu'on a l'impression que l'État est failli. On ne peut pas compter sur lui. D'abord, ce qui est très sain dans une démocratie, c'est qu'il y ait des différences. Et je suis en partie, pas totalement, mais en partie en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Et quand on parle de la pression migratoire, il faut savoir de quoi on parle. Il y a d'un côté
la pression, j'allais dire humanitaire, c'est-à-dire en réalité des demandeurs d'asile, et puis il y a la pression économique. La situation n'est pas du tout la même, notre attitude ne doit pas être la même. La situation vis-à-vis de ceux qui sont en situation de demandeurs d'asile, je vous rappelle que la France dans le domaine... On a une obligation. Enfin, la France devrait aussi avoir l'obligation de renvoyer les déboutés. Je vous rappelle que ceux qui viennent en France, ceux qui arrivent en France, qui demandent l'asile, il y en a à peu près 62 000, hein, on est au 3e pays, ils viennent en France, ils demandent l'asile, leur dossier est étudié, plutôt d'ailleurs correctement, quelles que soient les majorités, d'ailleurs plutôt correctement. Et sur ces déboutés, quand ils sont déboutés, ils ont théoriquement l'obligation de repartir dans leur pays. Savez-vous quel est le pourcentage de ceux qui respectent la décision quand ils ont été déboutés en France ? 1%. 1%. Ça veut dire que 99% en réalité se moquent, ce qui n'est pas d'ailleurs le bon terme, parce qu'ils ne le font pas avec le sourire, bien sûr, mais en tout cas ne respectent pas la décision. Autre chiffre, 22% sont acceptés, oui. Le reste, donc 78% ne le sont pas. La France ne les exclut pas du territoire. Oui. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on renvoie ces gens dans leur pays ? Précisément, il faut que, dès lors qu'il y a des règles qui ont été adoptées, il faut que celles-ci soient respectées. Et la plupart des pays d'Europe mais il faut qu'elles soient respectées. La première mission, c'est quand il y a une règle, c'est qu'elle soit appliquée. Deuxième élément, il ne faut pas tout mélanger, migration humanitaire et migration économique. Le directeur de Frontex, il y a quelques jours à peine, a indiqué qu'il sentait une pression migratoire, notamment des pays subsahariens, pour lesquels la France a une responsabilité, d'ailleurs de même que le Portugal, parce que nous avons une tradition historique qui était de passé colonial. Donc, bien sûr, j'étais ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, je ne m'adressais pas de la même manière aux ressortissants d'Amérique latine qui voulaient venir en France que vis-à-vis des pays du Sénégal, du Mali, avec lesquels on a des liens historiques, amicaux et affectueux dans un certain nombre de cas. Mais donc, sur la migration économique, nous devons pouvoir accueillir que ce dont nous avons besoin. Parce que tout ça, ces mots, cette générosité très sympathique, mais moi je le dis aux gens, attendez, vous en prenez chez vous, attendez, concrètement, chez vous, vous les prenez. Quand vous avez le ministre italien des Affaires étrangères qui dit que le potentiel, c'est 500 000 à 1 million au départ de la Libye. Ce ne sont pas des Libyens, c'est des pays de transit, que vous avez cités, comme ça. 500 000 à 1 million. Mais on n'a pas les moyens de faire cela. On n'a pas les moyens d'accueillir. On n'a pas les capacités. Mais c'est pour ça qu'il faut de la migration légale, des voies pour la migration légale, pour gérer ça. Vous savez très bien organiser ça au niveau européen. Mais que ça soit légal. Parce qu'ils vont venir de toute manière, que ce soit légal ou pas. Mais c'est là où nous avons un désaccord. C'est la raison pour laquelle il faut réformer le droit d'asile et appliquer... Vous ne l'avez pas suivi, je ne vous en veux pas, mais lorsque j'étais ministre de l'Immigration et de l'Intérieur, j'avais fait adopter, pendant la présidence française, un pacte européen pour l'immigration et l'asile. Ce pacte européen avait été adopté à l'unanimité. Vous entendez l'humanité, c'est-à-dire aussi bien les pays de droite, à l'époque c'était Berlusconi qui était toujours en Italie, que les pays de l'international socialiste, ce qui était le cas au Portugal, ce qui était le cas en Royaume-Uni. Pas du tout. Vous n'avez pas suivi, justement. Vous n'avez pas suivi. Vous avez raison. Ça n'a pas fonctionné, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça n'a pas marché. Et donc, les pays de l'international socialiste l'avaient voté. Et même, d'ailleurs, le seul pays communiste d'Europe, qui était le gouvernement chypriote, et le ministre de l'Intérieur chypriote de l'époque est aujourd'hui député européen, était le principal cadre du parti. Tout le monde avait adopté ce principe. C'est-à-dire que tout le monde comprend qu'il fallait qu'on fixe des règles. Et la règle d'ailleurs était simple. On ne vient sur le territoire européen que si on y est autorisé. Lorsqu'on vient sans y être autorisé, on a vocation, c'était le ministre des Affaires étrangères espagnol, donc socialiste, de M. Zapatero, qui avait tenu à ce qu'il y ait ce mot-là, on a vocation à reconduire son pays d'origine. Alors ce que dit ma voisine, à juste titre, c'est que qu'est-ce qui s'est passé ? Ben oui, effectivement, tout ça, ça a été adopté. Et depuis 3-4 ans, il ne s'est rien passé. Donc moi, ce que je pense, la première chose à faire, c'est de mettre en application ce que tous ensemble, nous avions adopté, à l'initiative française, à l'initiative de la présidence de Nicolas Sarkozy, ce que tous ensemble, nous avions adopté, qu'on le mette en application. Très concrètement, on va faire un dernier tour de table parce que le temps presse déjà. Oui. 500 000 personnes au départ de la Libye, un État failli sur lequel on ne peut pas compter, des gens qui n'ont manifestement rien à perdre. Que fait-on concrètement sur le terrain ? Les dirigeants auront-ils le courage de mettre en place des mesures fortes dans un sens ou dans l'autre ? On parle d'un blocus militaire, je n'ose y croire parce qu'il faudrait l'aval des Nations Unies, ça me semble quand même difficile à organiser. Est-ce qu'on réforme le droit d'asile, migration légale, chacun en quelques phrases, Madame Vaudalon ? La réforme du droit d'asile, oui, il faut qu'une personne qui arrive sur un pays donné de l'Union européenne puisse faire droit à son droit d'asile dans un autre pays et qu'il ne soit pas
contenus sur le pays d'arrivée. C'est la raison pour laquelle l'Italie aujourd'hui le demande très fortement, puisque la majorité des migrants qui arrivent sur le sol italien. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas demander l'asile dans un autre pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point qui est très important à réformer. On avait souhaité le mettre dans la résolution, mais malheureusement, le compromis a fait que ça n'a pas abouti. Il faut absolument réformer le droit d'asile pour que cette procédure du Dublin 3 soit enfin applicable et qu'il y ait une plus juste répartition pour que les demandeurs d'asile puissent être pas uniquement accueillis sur les pays qui traditionnellement en Europe accueillent les demandeurs d'asile, mais sur l'ensemble du territoire européen et qu'il y ait une réelle prise de responsabilité. Je voudrais poser une question. Ça veut dire que de très l'ensemble des États concrètement, membres. vous êtes en train d'expliquer qu'il faut que l'on accueille un peu plus. Mais bien sûr. Ou beaucoup plus. Mais bien Parce sûr. qu'on commence par un peu plus, c'est beaucoup. Donc Mais votre position, que c'est l'on de dire on accueille, accueille mais, beaucoup plus. mais moi, ce que je dis, j'aimerais bien pouvoir continuer à parler. Je sais que ce n'est pas votre position, mais je considère que nous avons une Europe à 28 États. Que ce sont ces 28 États qui doivent prendre leur part et pas uniquement tout le temps les mêmes États. Il faut qu'il y ait cette juste répartition. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que vous dites, en tant qu'élue française, appartenant au groupe socialiste, qu'il faut accueillir plus d'étrangers sur notre territoire. Absolument. Eh bien, donc moi je vous dis exactement... Nous avons un certain nombre de principes. Nous avons un certain nombre de principes et de règles. Dès lors que ces personnes sont éligibles au visa humanitaire et sont éligibles au droit d'asile, nous devons les accueillir à ce titre. Et par ailleurs, j'aimerais continuer, si vous le permettez, sur les questions d'immigration, je le disais tout à l'heure, et il faut alors vraiment avancer sur cette question de l'immigration économique, qu'il y ait des possibilités. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas cette possibilité encadrée, et je suis d'accord, elle est trop faible, c'est uniquement une immigration familiale. Il y a l'immigration économique pour les riches étrangers. Voilà. Mais il n'y a pas les pour visas les dorés, personnes c'est qui... ça. Et c'est très le dangereux, d'ailleurs. point sur lequel il va falloir réglementer et lever ce tabou. Comme Mais ça, on arrêtera de économique... parler d'immigration irrégulière, puisqu'il y aura la possibilité d'avoir une immigration régulière et encadrée. Mais l'immigration économique, c'est ce que l'on avait, c'est ce qu'on a mis en place, nous, en France. Mais elle ne concerne que les personnes au diplôme, les personnes à haut revenu, mais bien sûr que si. C'est ça qui est le problème, c'est que vous savez pas, je l'ai négocié moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Quelques mots et le mot de la fin pour Mme Gomez. D'accord. Le mot de la fin pour Mme Gomez. Non mais monsieur Artefeux, d'abord vous, concrètement, que fait-on? Parce que vous refusez la solution de Mme Rebaudelane. Je dis qu'aujourd'hui, la France n'a pas les moyens d'accueillir de manière incontrôlée encore davantage. Mais je vous donne, parce que les mots sont sympathiques, encore une fois, mais après, il faut se heurter aux réalités. La France accueille aujourd'hui, en réalité, chaque année, 300 000 immigrés supplémentaires, c'est-à-dire l'équivalent de la seule ville de Nantes. Nous ne sommes pas dans la période des 30 glorieuses. On n'a pas, vous le savez bien, un taux de croissance qui nous permet d'accueillir. On n'a pas les capacités sociales pour continuer à accueillir comme nous le faisons aujourd'hui. Donc je dis non. Oui, les mots sont sympathiques, mais à un moment donné, il faut se heurter aux réalités. La France n'a pas les moyens. Et on refoule les migrants. Je dis, on ne vient pas sur notre territoire si on n'y est pas autorisé. Alors quant au... Donc c'est un principe. Oui, on ne vient pas si on n'y est pas autorisé. Et deuxième élément concernant l'immigration économique, il y a en partie des éléments qui sont justes, et nous l'avions commencé à mettre en place. Quand la France a négocié avec les pays sources des accords, on l'a signé, peut-être vous savez ou pas, mais avec, je rends hommage à votre jeunesse, parce que c'est peut-être pour ça que vous ne le saviez pas, mais on l'a signé avec le Bénin, on l'a signé avec le Gabon, on l'a signé avec la Tunisie, on l'a signé avec le Sénégal, on était sur le point de signer avec Comment ça se passait? On mettait sur place, pas du tout les riches, madame, pas du tout, on mettait sur pied un questionnaire, enfin une nomenclature, et voilà, on disait là, vous par exemple, vous êtes les couvreurs, ceux qui installent les toits, il y avait des coiffeurs, des restaurateurs, vous savez qu'il y a un déficit effectivement de population, et on le mettait, mais c'est des voies de migration légale au niveau européen. Anna Gomez, le mot de la fin. Au niveau européen, pas au niveau français. J'aimerais parler de la Libye. Je pense qu'on a un vrai problème en Libye, parce que maintenant, en fait, il n'y a pas d'État. Et nous avons quelques responsabilités, pas à cause de l'intervention, au contraire, je pense que le peuple libyen, j'étais rapporteur du Parlement à l'époque, je suis allée, je sais comme le peuple libyen a bien accueilli ce soutien pour se libérer de Kadhafi, mais ce qu'on n'a pas fait par la suite, et notamment ce qu'on n'a pas fait dans ce qui était capital, qui était la réforme du secteur de sécurité, parce que tant que ces milices continuaient, bien sûr, elles seraient infiltrées par de la criminalité organisée, par des terroristes, comme on voit en ce moment.
Et on n'a pas écouté les appels d'ailleurs désespérés de l'ancien Premier ministre Ali Zidane qui a appelé ce soutien européen, d'ailleurs aussi de l'OTAN, en désespoir. Il faut retourner et en donc, Libye. à mon avis, il faut retourner en Libye. Il faut, à mon avis, retourner en formation Nations Unies, avec un mandat Nations Unies, une mission politique commune sécurité et défense, déjà avec cette but d'aider. Et j'espère que les efforts de Bernardino Léon pour trouver un gouvernement uni soient réussis, mais très vite, parce que sinon la Libye, elle est déjà un cauchemar pour les Libyens, pour les pauvres migrants et réfugiés qui sont en Libye. Et j'ai visité les conditions de détention, elles sont beaucoup pires en ce moment, à la merci de ces esclavagistes, et aussi parce que c'est vraiment notre sécurité qui est en cause, parce que la Libye est un sanctuaire de terroristes et bien sûr qu'ils ont pour objectif cibler l'Europe. Je vous remercie. Toute l'Europe.eu gardera bien entendu un œil vigilant sur les avancées de la politique européenne d'immigration qui est appelée à changer dans les prochaines semaines. Anna Gomez, Christine Rebaudalon-Bonnefoy, Brice Hortefeux, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. J'espère vous revoir ici bientôt. Toute l'Europe en débat revient le mois prochain pour une nouvelle session plénière et d'ici là, restez connectés sur touteleurope.eu.